aller sur l'Iran. Comment ils vivent l'Iran, la victoire de l'Iran. Heureusement, pour ça, on a 2 publications. Donc, on va s'attarder sur un résumé de tout ça par LCI. Ensuite, on va s'attarder sur ce que contient spécifiquement cet accord de paix. Parce qu'il y a quelques éléments qui sont dits par BFM TV. Et ensuite, on pourra écouter quelques réactions par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va plutôt commencer par que contient cet accord du côté iranien avant de venir sur le résumé. Je pense qu'on va s'intéresser à celui-ci. Le détroit d'Ormuz va reprendre. Que le pétrole coule à flot. Voici comment Donald Trump se félicite du projet d'accord finalisé avec l'Iran. Sur son réseau social, il assure que la circulation dans le détroit d'Ormuz va reprendre bientôt, même si des opérations de déminage seront nécessaires. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture sans péage du détroit d'Ormuz et simultanément la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde entier, mettez vos moteurs en marche que le pétrole coule à flot. Donald Trump assure également que les Iraniens ne produiront pas d'armes nucléaires, ce que Téhéran confirme. De son côté, l'Iran détaille justement sa version du pacte. Au total, 14 points, parmi lesquels la cessation immédiate de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, la fin des sanctions financières, la réouverture du détroit d'Ormuz, mais des frais maritimes seront appliqués par Téhéran, la levée complète du blocus naval américain sous 30 jours et le départ des forces armées américaines stationnées autour des côtes iraniennes. L'Iran demande également le déblocage de 300 milliards de dollars pour entamer sa reconstruction. Téhéran souhaite enfin que 24 milliards de dollars soient débloqués d'ici la fin des 60 jours de négociations finales. Les États-Unis ont été contraints de signer un mémorandum mettant fin à la guerre contre la République islamique d'Iran et le front de résistance. Le Premier ministre pakistanais a annoncé qu'un accord mettant fin à la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran avait été conclu. Selon Téhéran, l'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Oh là 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 là! Oh mon Dieu, les Iraniens, franchement, oh là là, les Iraniens, oh qu'est-ce qu'ils me font plaisir! Eh ben là, ça me renvoie à mes cours de licence. Là, ça me renvoie justement. Moi, j'ai pris droit international et je me suis beaucoup intéressé au droit international, aux relations internationales à cause de Dominique de Villepin, à cause du discours du Dominique de Villepin. Hein? Dans l'Assemblée des Nations Unies, quand il dit, c'est de ce lointain pays-là, hein? Quand il tient ce discours-là, c'est là que j'avais eu la chair de poule. Et bien là, l'Iran vient de me faire la même chose. Vous avez entendu le contenu de l'accord? Trump, il dit, réouverture du détroit d'Ormuz sans péage. Il n'y a pas de souci, c'est pas un péage, c'est des frais. Des frais environnementaux, comme avait dit l'Iran. C'est pas du péage, c'est des frais environnementaux. Taxes environnementales. Ça déjà, ça avait rendu mal les Français. Eux qui aiment bien inventer des choses, et qui aiment bien parler de la préservation de machin de Néni. Taxes environnementales. Hein? Et l'Iran dit qu'elle va collecter ces taxes. 300 milliards de dédommagement pour avoir bombardé. Déblocage de 24 milliards. Oh là 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 là. Et à la fin, c'est ça le plus beau. C'est que ça ne sera pas un accord bilatéral. Hein? Pour que le... Je vous le remets encore. Emmanuel Todd, on est obligé. Je suis désolé, mais on est obligé. On est obligé de repasser cette séquence d'Emmanuel Todd pour vous montrer l'intelligence des Iraniens. Je suis désolé, mais on est obligé. Franchement, je crois que je vais finir à 14h ou 15h. C'est pas grave. C'est l'après-midi, j'ai le temps, je suis en pleine forme. Il n'y a pas de souci. Franchement, il faut qu'on regarde cette séquence d'Emmanuel Todd. Parce que dans cette séquence, justement, il dit ce pourquoi les Russes n'ont toujours pas signé avec les Américains. C'est pourquoi les Russes ne veulent pas du tout se faire avoir et c'est pourquoi l'Iran est magistral. C'est pourquoi il faut applaudir l'Iran. Franchement, moi je me pose. C'est là que tu te rends compte, c'est qui les gens qui sont intelligents et c'est qui les gens qui ont une vision. C'est là que tu te rends compte que Emmanuel Macron,
et toute sa clique et toute l'élite française là, qui ont écarté du pouvoir des gens comme Hubert Védrine, Dominique de Villepin, qui ont un vrai savoir-faire, qu'on a écarté des affaires, ont tué la France. Parce que vous voyez du côté iranien, ils ont les mêmes négociateurs, des vieux de la vieille qui en ont vu, qui ont négocié avec Obama, Hubert Védrine et les machins, qui sont toujours là. Et on vous dit que quand ces gens-là ils partent, c'est eux-mêmes qui désignent les gens qui pensent être les meilleurs pour les remplacer. Du côté de la Russie, vous avez Sergueï Lavrov et toute sa clique qui sont là depuis, qui font comme ça à l'administration Trump pour les négociations. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais cédé devant les Américains. Et maintenant, on vous dit l'Iran. Ils ont tenu en échec les États-Unis pendant 3 mois. Ils n'ont pas perdu la guerre malgré les 2 géants là. Le chien enragé avec Rambo, avec ses muscles. Ils n'ont pas perdu. Et maintenant, on vous dit quoi? L'accord ne fera pas l'objet d'un accord bilatéral où les États-Unis vont chier dessus comme ils aiment faire. C'est pourquoi la Russie ne veut pas signer avec eux, comme le rappelle ici. Attendez. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on peut être coûteuse pour eux. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluid? Voilà, c'est exactement ça. Parce que non, mais ça, c'est très important parce que ça. Pourquoi dites-vous que la bourse, c'est peu vraisemblable. Une dernière question. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluid? Parce que c'est... Non, mais ça, c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluid, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Ils ont appris. Obama leur a fait, Trump leur a fait. Ils ont dit ce tour-ci, on va pas se faire avoir une deuxième fois. Ce tour-ci, ça sera pas vous, ça sera une résolution de l'ONU. Même si l'ONU ne sert à rien, symboliquement, pour que vous sortiez de là, ça va pas être sans honte. Si vous sortez de là, on peut toujours continuer à réclamer ce que vous avez signé. Ah non, ces gens-là sont magnifiques. Et finissons déjà avec ce que Mandelton avait dit. Ce monsieur, il est magnifique. J'ai jamais lu ses livres parce que franchement, j'ai plus une mémoire qui fonctionne avec le son qu'autre chose et j'ai du mal avec ma dyslexie pour la lecture. Mais ce que je retiens, je le retiens. Et ce monsieur, il est extraordinaire. Il y en a très peu qui ont eu son acuité pour décrire les choses qui se passent. Cette interview, je pense que ça date d'un peu plus d'1 an. Mais elle reste toujours d'actualité quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde. Principe, moi je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent
un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. C'est-à-dire que on change de sexe, on abolit les traités, on est dans le flou. Mais c'est ça la décadence. Hein. Voilà. Donc l'Iran, je ne dis pas que les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Ils le feront. C'est des traîtres. Par nature, c'est des traîtres. Ils ont gagné ce pays en étant des traîtres, en finissant les Indiens par traîtrise. C'est des traîtres par nature. Et même, c'est la réalité des choses. Quand tu lis Machiavel, quand tu comprends Machiavel, tu comprends que voilà, hein, la loyauté à la limite est le scellement envers tes enfants, envers ta femme, envers quelques personnes. Mais la loyauté, c'est dépassé. Nécessité fait loi. Quand il est nécessaire, il faut savoir se défaire de ce que tu as fait. Donc les États-Unis le feront probablement à un moment ou un autre. Mais la meilleure manière pour toi de pouvoir te réclamer, même s'ils font ce qu'ils font, de ce que tu as obtenu, c'est d'avoir le maximum de témoins. Et l'Iran a compris. Avant, il a signé ça avec les Français, les Anglais, tous les baltringues là. Quand Trump il est venu, déjà eux-mêmes là, les Occidentaux, ils n'avaient pas respecté le premier accord. Il faut jamais oublier ça. Ils n'ont jamais appliqué la levée des sanctions. Tout ce qu'ils devaient faire par rapport à l'Iran, ils ne l'ont jamais fait. Et dès que Trump il est venu, il a cassé le truc, ils ont dit « Ah, mais c'est pas nous, c'est les États-Unis qui sont sortis. » Mais entre-temps, ils n'ont jamais respecté les accords. Et quand vous attendez Macron réclamer que l'AIEA, mais l'AIEA patrouiller en Iran, c'est comme ça qu'ils ont eu les informations qu'ils ont été données à Israël pour attaquer les sites nucléaires iraniens. Mais entre-temps, est-ce que les Européens, les Occidentaux avaient levé ne serait-ce que quelques sanctions pour l'Iran? Ils n'arrivent pas à sanctionner Israël, mais ils n'arrivent pas non plus à lever les sanctions pour l'Iran. Et donc l'Iran, ce tour-ci, franchement, ils sont extraordinaires ces gens. Ils sont extraordinaires. Ils ont dit on va pas signer ça là avec comme témoin l'Angleterre, la France, le machin et tout ça. Ces mêmes traîtres là qui ont fait la même chose avec les accords de Minsk. On a signé, la Russie a signé les accords de Minsk avec eux. Derrière, ils sont partis occuper l'Ukraine en pensant que l'Ukraine allait pouvoir mettre la mouise à la Russie. Même si moi, je pense que c'est l'Ukraine qui a été stupide dans cette affaire parce que je suis sûr que les Européens, depuis le début, savaient que en cas de confrontation militaire, l'Ukraine allait se faire casser la gueule comme elle s'est fait casser la gueule et qu'il faudrait des milliards et des milliards. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant, c'était de mettre la Russie à genoux à travers des sanctions économiques. Et jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans. Le truc, il a duré presque ou bientôt plus ou moins, déjà plus que la Première Guerre, bientôt plus que la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont toujours pas réussi. Et pourtant, ils sont 52 à soutenir l'Ukraine. Et ils n'ont pas, je ne sais pas combien, à appliquer les sanctions. Mais ça n'a toujours pas abouti. Et ça me fait rire. Parce que tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Regardez-moi cette publication. Vraiment ridicule. Derrière le bombardement régulier, un essoufflement de l'offensive russe. Encore heureux que la Russie se souffle. Après 4 ans de guerre, les États-Unis se sont essoufflés en 3 mois. Encore heureux que la Russie se souffle après 4 ans de guerre. Les États-Unis, apparemment, ils se sont essoufflés en 4 mois. En même pas 4 mois, en 2 mois, parce qu'ils ont passé 1 mois à négocier. Les États-Unis se sont essoufflés en 2 mois. Hein, encore heureux. Et encore, ça c'est vous qui le dites, c'est parce que les faits disent. Parce qu'apparemment, vous dites bombardement régulier. Donc s'il y a bombardement régulier, comment il y a essoufflement? Non, les Iraniens, ils ont donné une leçon. On en revient là à la fin du truc. Parce qu'on a fini le truc sur Emmanuel Todd. Donc les Iraniens, ils ont donné une leçon. L'accord là, elle ne sera pas signée qu'entre nous. Non. On va la signer à l'ONU. Ça ne sera pas un accord, ça sera une résolution. Ils sont trop forts. Et une résolution de l'ONU, c'est quoi? Une résolution de l'ONU, c'est quoi? Hein? C'est obligatoire. Vous vous souvenez?
Comment est-ce que tous ces mauvais-là, comment est-ce que Sarkozy, comment est-ce que Bush ont réussi à avoir l'impunité pour ce qu'ils ont fait en Irak et en Libye? Parce qu'ils se sont appuyés sur une résolution de l'ONU. Hein? Ils peuvent surinterpréter les résolutions de l'ONU, mais le cadre légal les autorisait à attaquer. Non, l'Iran, c'est magnifique. L'Iran, c'est magnifique, mon gars. L'Iran, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est qu'il faut... Ils ont dit... La signature, ça va être une résolution. Et le front de résistance. Le Premier ministre pakistanais a annoncé que les États-Unis contre l'Iran avaient été conclus. Selon Téhéran, l'accord final sera approuvé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Oh là 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 là. C'est que les États-Unis ont essayé, hein? Vous vous souvenez? Bahreïn là. Le Bahreïn, ces traîtres-là. Ils ont essayé d'avoir des résolutions de l'ONU pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils ont eu chi. Ils ont eu chi. Et là, l'Iran dit, l'accord là, ça va pas être un traité, ça va être une résolution de l'ONU. Et franchement, s'ils l'obtiennent, et ma parole. Et ma parole. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Non, il faut saluer ces gens-là. Non, franchement, l'Iran, aujourd'hui, c'est pas l'Iran. Non, aujourd'hui, c'est le salut, vos gars. C'est le salut. Ils ont combiné des choses d'une manière... Non, c'est du grand art. C'est du grand art. Quand tu vois Macron qui en est à je sais pas combien de sommets pour l'Ukraine et qui pond rien... Et que là, vous avez l'Iran, vous avez le président des États-Unis qui se pavane, hein, à raconter qu'il a fait un accord historique. Mais l'accord historique, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui a fait quelque chose d'historique. Son traité, là, ça va pas être un traité négociant en bout de table comme Poutine l'avait bien voulu accepter pour l'Iran. Hein? Non. Ce tour-ci, là, ça va être gravé dans une résolution de l'ONU. Donc, pour que tu reviennes dessus... Toi-même aussi, il va falloir que tu rassembles encore le Conseil de sécurité pour qu'ils approuvent le fait que c'est plus vrai. Ah non, franchement, l'Iran magistral. L'Iran magistral. Là, ils vont remplir de bonheur. Hein? Quand on va voir le truc de aide de TF1, là, vous allez voir que c'est pas présenté comme ça. C'est pas présenté comme ça. La manière dont se présentait, t'as l'impression, mais là, les points là qu'ils ont cités là, si ça se matérialise, ça vous montre juste le mensonge de ces deux dames-là qui souvent intervenaient dans l'air, qui disaient « Ouais, les Iraniens, ils n'ont aucune intention de négocier, c'est des menteurs, c'est des nini. » Non. C'est qu'aujourd'hui, nous voyons au bout. C'est qu'en fait, les Iraniens sont bien meilleurs négociateurs que les Français, les Occidentaux, ont bien plus compris les mécanismes de la société d'aujourd'hui et essayent d'avoir le meilleur deal pour eux, le meilleur deal pour leur pays. Et pas pour une élite, non mais pour leur pays, pour la protection de leur pays. Non, c'est juste magistral. C'est que ces gens-là, ils ont prévu. On attend que ça se matérialise, mais c'est que ces gens-là, ils ont prévu. C'est magistral. Ça montre le niveau. Comme Trump lui-même, il avait dit une fois. Hein? Ces gens-là, c'est pas n'importe qui. C'est des gens d'un high IQ. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Je suis désolé, mais il faut le reconnaître. Je suis désolé, mais il faut le reconnaître. Les mecs, ils sont extraordinaires. Même moi, dans mes scénarios, je n'avais pas prévu ce mécanisme-là. Hein? On ne va pas signer en bout de table avec Trump pour que le prochain qui va péter plus haut que son cul aux États-Unis en tant que président vienne faire que dire que non, c'est pas grave. Et puis, vous aurez les Français et les Anglais qui vont dire « Ah, mais c'est pas grave, on n'avait pas vu. » Non! Ce tour-ci, ça va être une résolution de l'ONU. Résolution et pas de l'Assemblée générale. Hein. Résolution du Conseil de sécurité. Ah non, ils sont magistrales. Allez, maintenant passons à la bêtise des Occidentaux, de voir comment eux maintenant ils présentent la chose. Et ce qui est bien, c'est que dans cette séquence, il y a aussi Chavoy Gazi qui donne le point de vue iranien.